J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique du lieutenant Sturm. De retour après quelques semaines d'absence, absence que je déplore tout autant que vous, mais que voulez-vous ? On n'est parfois pas maître de son destin et les multiples activités auxquelles je participe prennent souvent un tournant chronophage. Quoi qu'il en soit, c'est avec joie et voracité que je vous retrouve pour narrer l'inénarrable de ces temps présents. Je vous avais laissé il y a quelques semaines avec une prédication amusée sur les potentiels entrants au nouveau gouvernement de Valls. Cela n'a pas raté, d'ailleurs au-delà de mes prédictions, puisque ce sont la totalité des anciens Verts de Salon, Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili, Emmanuel Causse entre autres, qui se sont engouffrés et goinfrés de postes divers. Eux, qui avaient juré leur grand Dieu qu'ils n'iraient jamais avec Valls le libéral. La pire d'ailleurs étant Emmanuel Causse, qui a insulté encore le Premier ministre et le Président de la République 15 jours avant sa nomination via Twitter. Mais la palme de l'anguille revient tout de même à Jean-Vincent Placé, le citron vert, qui maintenant se déclare tout bonnement, il a fait ça il y a quelques jours dans une tribune, centriste. Voilà. Il se déclare centriste. Bref, Jean-Vincent Placé, ou comment survivre en politique en adoptant une attitude de parasite servile. Il pourrait en écrire un livre ou un manuel, il est tout à fait apte. Cette volée de nominations n'éclipse pas bien entendu celle d'Urvoas, dont je vous ai déjà parlé, dans une précédente chronique, et qui est tout autant à surveiller, et n'éclipse pas non plus celle de Monsieur Hérault, le revenant, sans honneur, qui, après avoir été Premier ministre, accepte d'être ministre, ni même celle de l'inénarrable Bailey, patron des radicaux de gauche, défenseur du joint, ou encore celle d'Audrey Azoulay, nouvel ovni franco-marocain. La blague, en tout cas, la blague de nomination revenant à Hélène Geoffroy, que je ne connaissais pas, qui a été nommée secrétaire d'État à la ville et dont j'ai cherché le pédigré et découvert qu'elle était en fait maire de Vaux-en-Velin, un joli petit patelin bien connu pour sa qualité de vie, sa sécurité urbaine exemplaire et son vivre ensemble probant. Oui, probant. Bien, voilà un bien beau gouvernement de résidus de fonds d'éprouvettes oligarchiques, de parvenus, de parjures, de troisième couteau sur le retour, soit finalement le tableau le plus adéquat à cette fin de règne hollandienne qui sonne comme une fin de monde. Et tout ce petit monde d'ailleurs ferait-il d'une nouvelle ardeur à 14 mois des présidentielles. Et ce n'est plus l'activité ou l'action qui guide ce gouvernement, mais une agitation permanente qui a gagné la basse-cour gouvernementale. J'imagine que vous l'avez remarqué, tout comme moi, on ne parle plus que de réforme. Réforme de l'orthographe, vous savez, le fameux accent circonflexe. Réforme du code du travail, des institutions, de l'impôt, de l'école, du numérique, de la sécurité. Tout est réforme, tout doit être réformé, tout est réformable. Pas une semaine sans une annonce d'ouverture de chantier de réforme, de projet de loi de réforme, de réforme tout court. On en oublierait presque l'état d'urgence, non d'au-delà. Eh bien ce soir, j'ai envie de m'attarder un peu avec vous sur cette réformite aiguë, car je crois qu'il est utile d'en étudier le moteur, la portée et le traitement. Un petit rappel tout d'abord, en passant par mes deux copains, j'ai nommé le Littré et le Petit Larousse, qui donnent des indications utiles sur le terme de réforme. Tout d'abord, réformer signifie redonner une forme, et souvent avec l'idée de donner une meilleure forme que la précédente. On pense donc tout de suite qu'il faut corriger la forme antérieure, la rectifier, soit en ajoutant des choses, soit le plus souvent en retranchant. La question est donc d'emblée de savoir si toutes les réformes portées par ce gouvernement vont dans le sens d'une amélioration, vont dans ce sens. Or,
force est de constater que toutes les réformes annoncées ou celles en cours souffrent à bien des titres d'un défaut patent d'amélioration. Sans entrer dans les débats de fond, on peut avec raison se demander si la réforme de l'orthographe, par simplification de cette dernière, est un mieux ou tout simplement si c'est encore un moyen tordu de masquer la baisse continuelle de maîtrise de la langue, de leur langue par les Français. De même, on est fondé à grandement douter du fait que d'équiper des enfants dès 3 ans de tablettes numériques puisse les sauver de l'illettrisme. Quant à la réforme du travail, je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle s'apparente sur bien des points à un lynchage libéral en règle de 100 ans de luttes sociales et économiques. À preuve, retirer 2 jours de congé pour le décès d'un proche, il faudra qu'on m'explique en quoi c'est créateur d'emplois. Mais si on creuse un peu plus, on lit aussi dans le Littré que réformer, c'est diminuer, retirer de la circulation, supprimer ce qui est nuisible. Et cette seconde acception du terme de réforme me paraît bien plus correspondre à l'entreprise de désossage systématique de la France qui est à l'œuvre depuis des années, voire des décennies. Car la réforme n'est pas l'apanage de ce gouvernement, ni même d'ailleurs de cette majorité. La réforme, c'est le maître mot du désordre permanent que l'oligarchie entretient dans les, entre guillemets, nations européennes. C'est au nom de la réforme que le droit du sang pour la nationalité a disparu, comme en Allemagne il y a une quinzaine d'années. C'est au nom de la réforme que l'on veut supprimer le SMIG, le CDI et les garanties sociales. C'est au nom de la réforme que l'on détruit l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. Regardez les manuels de vos enfants. C'est au nom de la réforme qu'on libéralise des pans entiers de l'économie. Parce que la réforme est la clé de la désinstallation perpétuelle. Parce que la réforme permet de ne jamais trouver ni équilibre, ni bonheur, ni tranquillité. À preuve, par exemple, les artisans du bâtiment que je côtoie de temps en temps, vous savez, dans le petit bar du coin de ma rue, se plaignent de continuelles réformes des normes de construction. Réformes qui les obligent à dépenser des sommes folles pour former leur personnel, acheter de nouveaux matériels, de nouvelles machines et obtenir les sacro-saintes certifications sans lesquelles leur activité périclite ou est mise en péril. De fait, la réforme continuelle peut s'apparenter assez fidèlement à un tempo lancinant qui oblige les populations à un effort tout aussi continuel d'adaptation. À peine une norme est-elle enfin appréhendée, enfin utilisée par nos concitoyens qu'elle devient presque obsolète et que la suivante pointe le bout de son nez. La plupart des gens, d'ailleurs, dépassés, font appel à des spécialistes, les autres servants de l'oligarchie, qui, eux, connaissent, maîtrisent et appliquent les normes. La réforme, finalement, crée une succession de morcellement, de sous-ensembles qui finissent de liquéfier l'espace social mourant. Face à cela, il faut désormais se poser la question de savoir comment appréhender ces réformes et surtout quelle importance leur donner. Il y a en fait 2 familles de comportements possibles face aux réformes, face au changement, qui est un autre maître mot de l'oligarchie, le mot changement. Vous vous souvenez de la campagne des présidentielles de M. Hollande. Le changement c'est maintenant, la réforme c'est maintenant, l'égalité, la justice c'est maintenant. Il faut toujours se rappeler ces mots pour leur donner résultat dans le présent. Alors, la première famille de comportements, la plus répandue d'ailleurs, c'est le réactionnisme, c'est la réaction. Vous le savez, vous me connaissez, je n'ai aucune sympathie particulière pour la réaction, à mes yeux, stade primaire de l'action politique. Mais dans le cas qui nous occupe, la réaction est un phénomène plutôt naturel, de toute forme de vie face à un changement. Il y a en effet peu d'êtres vivants qui aiment le changement. Le changement a fait disparaître des espèces entières au cours des âges, bouleversé des civilisations et des cultures. Il y a certes des changements et des réformes positives, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a évidemment des améliorations à apporter. Pour avoir fait quelques tonneaux en étant gamin dans une voiture où l'on n'attachait pas sa ceinture à l'arrière, l'imposition de la ceinture obligatoire ou la limitation de vitesse me paraissent des réformes de bon sens, des réformes qui obtiennent des résultats concrets. Mais pour en revenir
à la réaction face à la réforme, je crois que cette réaction est précisément ce que souhaite l'oligarchie dans son fonctionnement, et ce pour plusieurs raisons. Le piège réformiste est à mes yeux d'ailleurs l'un des plus subtils. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'une réforme vient souvent bouleverser un ordre, c'est-à-dire un équilibre. Donc l'objectif premier est d'introduire un déséquilibre. Ce déséquilibre d'ailleurs peut et doit amener des réactions, car ces réactions occupent, mobilisent, pensez ici à la manif pour tous, à la réforme du Code du travail, suscitent des regroupements contre le projet de réforme, drainent les débats, focalisent les esprits. Et c'est bien là le problème. Le 13 septembre 2013, en pleine bataille contre le mariage pour tous, l'Union européenne et les États-Unis signaient un accord engageant les deux entités dans les négociations complexes du TAFTA, du traité donc économique liant l'Europe à l'Amérique du Nord. Et c'est passé comme une lettre à la poste, cette annonce et cette nouvelle. Hormis vos serviteurs à Méridien Zéro qui ont consacré à l'époque une émission spéciale qui s'intitulait d'ailleurs l'offensive générale du système, hormis quelques médias syndicaux, quelques médias politiques, nationalistes, patriotes ou gauchistes, aucune réaction dans la presse mainstream, aucune réaction dans le corps social, aucune réaction dans la classe politique et pour cause, bien entendu. Alors cela ne veut absolument pas dire et ne veut pas pour autant dire que la lutte contre le mariage homo n'avait pas d'intérêt. Mais pour importante qu'elle soit, cette lutte n'engageait pas à mes yeux, exception faite de la GPA qui est un point absolument préoccupant, n'engageait pas l'Europe et la France dans une transformation, dans un assujettissement total comme le TAFTA nous y prépare aujourd'hui. Autre subtilité du piège, c'est que malgré les mobilisations, les réformes passent presque toutes. Ah, bien sûr, on en lâche bien une ou deux, comme celle du CPE il y a longtemps, ou celle sur les taxes sur les véhicules de transport ou de marchandises. C'est le jeu. On calme les excités, mais croyez-moi, on achète aussi une paix sociale, avec l'idée que l'on refera la réforme sous une autre forme précisément. On achète la paix sociale. Où sont les bonnets rouges ? Où sont les bonnets rouges ? Eux qui avaient suscité tant d'ardeur et d'engagement à l'époque, on se disait, tiens, voici de nouvelles jacqueries qui vont porter la colère populaire. Non, la colère populaire, elle a été achetée avec la fin et la suspension et l'abrogation de la taxe. Et oui, parce que l'effet induit dévastateur de la réforme, c'est la démobilisation qui suit la montée au créneau. Puisque la réforme, finalement, passe la plupart du temps, ou qu'elle est supprimée, rarement, elle passe la plupart du temps, on verrait, contre toute résistance, elle produit de l'abattement, de la désillusion, à la hauteur même de la motivation de la lutte contre la réforme. Et la réforme suivante, au lieu de générer de la révolte, ne recueille que du dépit, du défaitisme et du relativisme. Vous savez, ce fameux « mais qu'est-ce que vous voulez y faire, ma bonne dame ?» C'est comme ça, monsieur. En attendant, la réforme aura bien occupé, bien focalisé les masses sur ce que l'oligarchie veut leur montrer, et ce peu importe d'ailleurs si cette réforme est de grande ampleur ou pas, qu'elle soit profonde ou pas. Le but, c'est que l'idée même de réforme soit à la fois l'objet des discussions et le terreau des désillusions. Je dois dire que dans tous les milieux militants, y compris celui des FAF, la réaction est érigée en action. À chaque réforme, toutes les bouches clament leur indignation, soulèvent des torrents de protestations, commentent courroucés leur dégoût de ces réformistes sans foi ni loi, etc., etc., et promettent à qui veut l'entendre qu'ils ne perdent rien pour attendre. Outre l'effet absolument nul de ces beuglantes réactionnaires sur la réforme elle-même, force est de constater que l'énergie dépensée à protester, à organiser la fronde, à organiser l'opposition, est une énergie perdue, non utilisée à bon escient. Or, toute la problématique du réformisme et de son corollaire réactionniste est là. Le piège à énergie vitale est là. Même si la réaction est bien fondée, elle ne génère pas de contre-modèle différencié. Elle produit une opposition mimétique, une opposition prévisible, le double inversé de la réforme. Point d'élan révolutionnaire là-dedans.
Pas de construction, pas d'édification, pas d'expression propre, seulement une riposte en miroir. La réaction vient se fracasser répétitivement sur son ami ennemi, la réforme. Thèse contre antithèse, selon les canons prédéfinis, bornés et maîtrisés par l'oligarchie. Et quand je dis que c'est maîtrisé, c'est verrouillé sur le long terme. Il n'y a qu'à voir finalement que pratiquement aucune réforme n'est démontée sinon au profit d'une autre. Le retour au stade précédant la réforme fait figure d'exception en politique. On préfère faire une réforme de la réforme. Il n'est que de voir d'ailleurs la débandade des droitards de l'UMP ou des nouveaux républicains, on s'en fiche, la poubelle s'appelle toujours la poubelle, si engagés au moment du mariage gay, si prometteurs quant à la disparition de cette loi quand il reviendrait et de cette réforme constitutionnelle quand il reviendrait au pouvoir. Ils sont où aujourd'hui ? Eh bien, ils nous annoncent qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont pris un peu de distance, que finalement cela n'est pas si dérangeant. Hormis quelques agitations sur la GPA qui reste un problème central, il n'y a plus rien. Nada. Ils ont disparu. Alors me direz-vous, comment sortir de ce cercle vicieux ? De fausses oppositions, mais de vraies débauches, de vraies pertes d'énergie. Eh bien, je vous réponds, et c'est la seconde famille de comportements que je vous propose vis-à-vis de la réforme. Je vous réponds qu'il est possible de sortir de ce cercle vicieux en décidant de ne plus jouer le jeu. Ou plutôt, en décidant de déclarer hors jeu les réformistes de tout poil, dont le seul but est de casser, castrer, déprimer et diviser. Parce que, chers amis pirates, chers camarades, contre les réformes, nous avons le fond. Le fond. Nous sommes assis sur de formidables réserves de capacités vitales, sur des trésors d'intelligence, d'inventivité et de résistance que nous ne soupçonnons pas, trop occupés que nous sommes à réagir au lieu d'agir. Pour prendre la mesure de ce que nous sommes en possibilité d'accomplir, il faut d'abord percevoir avec acuité et distance ce que l'ennemi représente, car la réforme a d'abord la forme de celui qui la présente. Or, qui sont aujourd'hui les porteurs, les soldats de la réforme ? Eh bien, précisément ceux dont nous parlions tout à l'heure, tous ces membres de l'oligarchie hors sol, qui peuplent la France des salons, des coteries bobos, des structures franc-maçonnes, du grand capitalisme, de la filouterie financière. C'est l'oligarchie des lobbies, de l'argent, de la transgression, une sorte de mafia obscène qui jouit de son emprise sur les masses. Eh bien, chers pirates, nous avons toute la capacité pour arrêter de jouer à ce jeu malsain et létal. Comment ? En prenant conscience de ce que sont nos adversaires, disais-je il y a 2 secondes, eh bien, nos adversaires sont des tomates cultivées hors sol. Petit quart d'heure vert, je trouve cette image du légume cultivé en hydroponie, sans racines, ni lien avec la terre nourricière, je trouve cette image très parlante pour figurer nos oligarchies. Car en fait, tous ces gens qui réforment n'ont pas de forme propre. Ils n'ont surtout pas de fond. Ils ne sont pas français. Ils ne sont pas d'Europe. Petit tour d'horizon. Entre Jean-Vincent Placé, le rejeton de l'orphelinat coréen, Le Valls et sa Catalogne chérie, Valo Belkacem, Azoulay et El Khomri de la filière marocaine, Barbara Pompili, la bobo, verte, que ses collègues même surnomment Barbie, Emmanuel Cos et son quintaldarévisme, Sarkozy et son cosmopolitisme oriental, la liste est longue de ces citoyens de papier, tellement haut dans les nuages des élites qu'ils ne voient pas la France, ou qu'ils la voient à peine, de leur hublot de jet en classe affaires. Exemple, un jour pendant la présidentielle de 2007, dans un TGV, Fillon, qui regardait par la fenêtre, commentait devant les journalistes la beauté des paysages français. Réponse de Sarkozy. « Tu trouves cela beau, toi ? Moi, ça m'ennuie. » Moi, ça m'ennuie. Tout est dit. Tout est dit dans cette réponse sur les gens dont nous ne comprenons même pas les mots parfois, et c'est normal car ils sont étrangers à notre pays. Ils nous sont étrangers. Ils vivent comme des tomates hors sol, les pieds baignant dans des solutions nutritives qui sont, malheureusement encore, notre légalisme, notre discipline, notre discipline républicaine, notre docilité. Tout cela leur apporte de quoi nourrir leurs ambitions. Eh bien, il faut que cela cesse.
Et pour que cela cesse, il ne faut plus demander la permission de sortir du jeu. Il ne faut plus attendre les échéances électorales pour avoir le droit d'avoir le droit. Il faut siffler la fin d'une opposition stérile et il faut se mettre au travail. Contre les réformes, il y a le fond, disais-je. Prenons par exemple la réforme de l'orthographe. Honnêtement, on s'en moque. Pourquoi ? Parce que nous pouvons décider que nos enfants apprendront la même orthographe que la nôtre. Ah, bien sûr, cela va nous prendre un petit peu de temps. Un petit sacrifice d'un quart d'heure, 2-3 fois par semaine, le soir, ou un petite demi-heure le week-end, pour rétablir quelques vérités orthographiques. Mais qu'est-ce que ce sacrifice ? Et qu'est-ce que nous avons encore ? Qu'est-ce que nous n'avons pas sacrifié ? Avons-nous déjà tellement sacrifié à la lutte contre ce système oligarchique ? Rien. Que dalle, nada, niette, pépette. On n'a encore rien fait. Il est temps de travailler là-dessus. L'école ne nous va plus. Organisons des cours du soir, des cours du week-end, des écoles bis, organisons des écoles de parents. Sortons du système. Le code du travail détruit le salariat. Réorganisons les circuits de production. Travaillons sur des formes d'entreprises telles que les SCOP et autres, entièrement tournées vers les nôtres en toute indépendance. Nous avons tellement de potentiel, tellement de capacités, tellement de compétences techniques et humaines. Nous sommes puissants et nous ne le savons pas, ou nous n'y croyons pas, ou nous n'osons pas croire que nous pouvons produire du pouvoir contre, de l'autonomie populaire, des synergies propres. Et je ne vous parle pas là de grands élans partisans, de constitution de groupes militants, d'associations déclarées, de programmes longs comme le bras, de propagandes inutiles. Je vous parle d'affinités instinctives et intelligentes. Je vous parle d'agir tout de suite par petits groupes dès aujourd'hui. Je vous parle de fonder de petits noyaux de cohérence actifs et décidés, qui sauront amalgamer ceux de notre peuple, et je les crois nombreux, qui n'ont pas encore renoncé. Je crois à l'insoumission, un des maîtres mots de Dominique Vénère. C'est tellement simple que cela parfois paraît trop difficile. En fait, il s'agit pleinement de transformer une attitude en acte, une réaction en action, une révolte de l'esprit en révolte des peuples, une agitation en révolution. Au risque de me répéter, mais vous me connaissez, quand je sens que c'est nécessaire, je le fais, tout le potentiel est présent. Toute l'énergie est là et ne demande qu'à jaillir. Et pour jaillir, il ne faut plus attendre l'élection, la manif, le prochain collage, la prochaine bagarre. Pour agir, il faut se mobiliser et se focaliser sur un axe, prendre un objectif et le tenir. Recommencer à agir, c'est recommencer à être, à incarner plus qu'à parler et montrer. C'est surtout rompre avec le cycle oppositionnel stérile dans lequel la matrice nous maintient. Réforme, opposition, réforme, opposition. Il faut sortir de cette tutelle et retrouver notre liberté. Doux rêveur ? Utopiste ? Peut-être. Mais après avoir écouté cette chronique, prenez quelques minutes ce soir et sur un bout de papier, mettez un petit projet. Assainir les fossés de la commune, louer un jardin ouvrier, monter un petit groupe de soutien scolaire avec quelques parents, rassembler quelques potes pour prêter de l'argent à un ami dans la difficulté. Bref, sans aller très haut, regardez ce que vous pouvez cohérer. Qui vous pouvez cohérer ? Parlez-leur. Et engagez le processus de création sans attendre une quelconque légalité de procédure. Engagez-le tout de suite. Pas besoin d'association, besoin de rien. Engagez-vous dans le combat vital pour que nous demeurions ce que nous sommes. Oui, ce que nous sommes. Nous sommes les racines, nous sommes les boucliers, nous sommes les glaives de ce pays et de ce continent. Alors les réformes, ils peuvent les garder. Nous avons le fond et nous allons le mettre en marche. Voilà, chers amis pirates, chers auditeurs, sur ces bonnes paroles, méditez un peu et surtout, agissez beaucoup. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonsoir.